Bonjour à tous, je m'appelle Flora, je suis basée à Lausanne. Après quelques années à travailler dans l'événementiel sportif, j'ai créé en 2016 une salle de sport près de Genève que j'ai voulu universelle. Elle s'appelle La Salle, avec une âme forte et une devise pleine de sens, Social Gym. J'étais depuis le départ convaincue que l'humain, la convivialité et la bienveillance étaient des ingrédients clés pour la démocratisation du sport. Mais après 5 ans à gérer son équipe de 14 personnes, à coacher nos adhérents et à voyager en Europe et aux États-Unis à la rencontre des professionnels du secteur, je suis maintenant persuadée que ces éléments sont des éléments clés à la pérennité du secteur du fitness. Pour cela, je souhaite aujourd'hui m'engager avec le projet Find Sport, plateforme web sortie à la rentrée de 2021, pour rapprocher les acteurs du secteur, à savoir les salles de sport et les coachs sportifs. Notre objectif, c'est de permettre aux professionnels qui partagent les mêmes valeurs de se trouver via un réseau centralisé de coachs professionnels formés et vérifiés et de fournir des outils permettant de réduire les points de friction lors des relations professionnelles pour leur permettre de travailler ensemble de manière fluide, simple et en confiance. Bonjour Ken. Salut Flo. Comment tu vas? Ça va et toi? Super, merci. On est ensemble pour 45 minutes. Yes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Ken, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur dans le domaine du sport. Je suis donc personal trainer, formateur chez FitsPro, une école qui forme au métier du fitness. Et puis à côté de ça, j'ai développé une autre activité, Fundamentals, pour l'accompagnement des entrepreneurs dans le domaine du sport, pour le développement de leur business. Trop cool, beaucoup de casquettes. Ouais, j'aime bien faire plein de choses différentes. Ouais. Comment tu as commencé? À la base, je viens pas du tout du domaine du sport. J'ai un CFC de gestionnaire spécialisé horlogerie-bijouterie. Et puis à 25 ans, j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. Et donc du coup, j'ai poussé la porte de chez Fits et j'ai fait toutes mes formations chez eux. Instructeur fitness, groupe trainer pour donner des cours co. J'ai commencé à travailler chez Let's Go Fitness comme auxiliaire, ensuite comme instructeur, puis comme manager. Et ça c'était en 2014. En 2015, j'ai fait mon papier de personal trainer. J'ai continué à bosser pour Let's Go parce que j'adorais mon taf, c'était vraiment cool. Et puis en 2016, j'ai eu envie de m'émanciper et d'évoluer. Et donc je suis parti sur le personal training que j'ai starté au 3 janvier 2017. Ok, donc pas mal d'étapes dans ton évolution. Yes. Et c'est cette expérience-là qui te permet aujourd'hui de te dire « je veux accompagner des gens ». Alors, c'est l'expérience en tant qu'instructeur, à avoir travaillé dans une salle de fitness. C'est mon expérience en tant que formateur. Et puis, c'est aussi tout le background que j'ai, parce que j'ai fait de la vente, en fait, depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'ai vendu des pendules anciennes, j'ai vendu des montres de luxe, j'ai vendu du carrelage. Et donc, voilà, j'ai fait beaucoup de ventes, beaucoup de relations clients. Et aujourd'hui, après 18 ans d'expérience professionnelle de manière générale, j'ai eu envie de développer cette casquette de coach d'entrepreneur. C'était en tant que coach, c'était qui ton premier client? En tant que personal trainer indépendant, la première semaine où j'ai commencé, j'avais 4 clients. 2 clients que j'avais démarchés qui étaient mes clients dans le club dans lequel je travaillais. Un client à qui je faisais des programmes d'entraînement et à qui je donnais des conseils sur ces entraînements de manière assez régulière. Une cliente qui venait à chacun de mes cours collectifs. Et puis mes 2 autres clientes, c'était ma marraine et ma mère. Merci les bruitages. Ouais. Ton premier job en tant que coach avant d'être personal trainer, là on a parlé de tes premiers clients en tant que personal trainer. Ton premier job, tu l'as trouvé comment? Tu étais encore en formation? J'étais encore en formation et mon formateur, un des formateurs de l'époque chez Fits, c'était le directeur adjoint de la chaîne, Let's Go Fitness. Et je me rappelle, il vient vers moi en formation pendant la pause du matin. Il me tend sa carte de visite et il me dit envoie-moi ton CV, ton profil nous intéresse. Et là, tu sais, je décolle 50 cm au-dessus de ma chaise. J'avais l'impression de léviter. Et du coup, ben voilà, j'ai envoyé mon CV et c'était le bon moment en termes de timing parce que le directeur de l'époque de Let's Go, Jean-Pierre Sacco, m'avait vendu mon abonnement quand à l'âge de 16 ans, j'avais été pousser la porte de Let's Go pour m'entraîner chez eux. Et du coup, il me connaissait, il m'a vu aller m'entraîner, traîner dans les clubs. Et tout s'est bien coordonné.
Et c'était quoi ce premier job alors? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais auxiliaire. Je faisais des heures de remplacement chez Let's Go Fitness dans un club, au Let's Go Fitness de Saint-François. Pour du cours-co? Non, pour de la réception et des programmes d'entraînement. Et c'est vrai que après, quand ça s'est officialisé, que j'ai commencé à travailler pour eux, ils m'ont suggéré de manière très très pertinente de faire des cours co aussi. Et donc du coup, j'ai fait la formation de prof de cours co et après j'ai donné des cours co en tant qu'employé. Et après, à ce moment-là, ça ressemble à quoi ton quotidien? T'es à temps plein chez Let's Go? Je suis à temps plein chez Let's Go, je travaille à 100%, je commence à... Alors moi, j'ai eu pour le coup beaucoup de chance parce que je travaillais dans un club qui ouvrait à 9h. Donc c'était vraiment cool, tu vois, de commencer sa journée à 9h versus mes collègues qui commençaient dans des clubs qui ouvraient à 7h le matin. Et j'ouvrais mon club à 9h, je travaillais jusqu'à 13h, 13h30. Et ensuite, j'avais une pause jusqu'à 16h30 et je reprenais jusqu'à 21h. 5 jours par semaine. On était ouvert le samedi matin de 9h à 14h. Tu donnais combien de cours par semaine? Je donnais 3 cours par semaine et je faisais les remplacements dans mon club s'il y avait besoin de les faire. De temps en temps au pied levé. Donc, je me suis retrouvé à donner des cours de pilates et de yoga alors que moi-même, je n'ai jamais fait de formation de pilates ou de yoga. Mais quand tu as 25 personnes qui attendent le prof ou la prof, tu te dis, bon, bah, je vais pallier et puis je vais faire quelque chose en attendant. Mais je donnais 3 cours par semaine. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as voulu évoluer, changer de quotidien? J'étais arrivé donc au stade où je suis manager de club. J'ai été discuter avec mon chef et puis je lui ai demandé quelle était la prochaine étape. Et il m'a expliqué que la prochaine étape, c'était manager régional, donc d'avoir à gérer plusieurs clubs différents. Et du coup, je lui ai posé la question de manière très franche. J'ai dit, c'est quoi la part du coaching là-dedans? Et il m'a dit, bah, il n'y en a pas, ou en tout cas très très peu. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a animé pour faire cette reconversion professionnelle et puis changer de taf, c'était le fait de coacher les gens. Et donc, comme dans l'évolution, dans ce sens-là, il n'y avait plus tellement de coaching, eh bien, je me décide de me mettre à mon compte. Je pense aussi une envie d'être mon propre patron, de faire les choses à ma manière, même si j'étais très contente de comment ça se passait chez Let's Go. Mais tu vois, j'ai envie de m'émanciper. Tu as fait une bonne transition sur les différentes manières d'être coach. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en formation, qui nous écoute, c'est quoi ses possibilités pour vivre du coaching? Alors, il peut faire ça en plus de son travail. Ça veut dire qu'en formation, on a des élèves qui adorent leur job. Ils ont un travail à 100%, mais ils ont envie de diminuer, par exemple, de passer à 80 et de faire ça en complément. De soit faire des heures en réception, soit de donner des cours collectifs 2, 3, 4 fois par semaine en plus de leur travail, soit de faire dans la semaine quelques séances de personal training parce que ça les fait kiffer. Donc ça, c'est une première possibilité que tu as, c'est d'être un slasher et donc de faire un travail plus un autre à côté. Puis après, tu peux te lancer à 100% et être un employé en tant qu'instructeur et tu vas travailler dans une réception, dans un fitness, derrière une réception, tu vas faire des programmes d'entraînement, tu vas vendre des abonnements, puis tu vas t'occuper de la gestion d'un club. Tu peux être prof de cours collectifs à 100% et tu donnes 20-25 heures de cours co dans la semaine. Et puis tu peux être personal trainer. Et là, tu as 2 possibilités. Soit tu es personal trainer indépendant, soit tu peux être personal trainer salarié dans un club ou dans une salle. Donc ça veut dire que dans toutes ces options, il y a aussi tout un panel de pourcentage de temps de coaching avec tout un panel de pourcentage de temps de business ou de réception ou de vente ou d'entrepreneuriat. Exactement. Qui est au final super flexible. Bien sûr, tu fais comme tu as envie de faire. Enfin, comme c'est raccord avec toi-même. Si tu as envie de rajouter un travail à ce que tu fais déjà parce que tu as envie d'ajouter de la diversité, tu peux le faire. Si au départ, tu ne te sens pas sécure pour des raisons subjectives, parce que c'est une question d'état d'esprit, ou pour des raisons objectives, parce que tu as une famille, tu as des responsabilités financières, tu peux gentiment faire la transition. Par exemple, si tu veux devenir personal trainer indépendant, te dire, je garde mon job par exemple au début à 80%, ensuite je passe à 60%, ensuite je passe à 50%, et puis à un moment donné, je décide de faire le saut. Mais il n'y a pas de règle définie pour réussir. Donc il n'y a pas une manière d'être coach au final? Il y en a autant que de coach? Il y en a autant que de coach. Il n'y a pas une seule manière de réussir. Il n'y a pas une seule manière de faire. Pour le coup, on en a discuté les deux, mais je mets Find en avant.
pour le coup, c'est un super outil parce que ça permet justement de... Quand c'est pas très très clair, parce qu'aujourd'hui, quand tu veux faire du personal training, tu vas aller sonner à la porte des différents clubs, leur dire bonjour, est-ce que je peux coacher dans vos salles? Mais les tenants et les aboutissants de comment on va gérer ça sont pas forcément clairs. Alors que aujourd'hui, avec Find, tu nous proposes la possibilité de clarifier tout ça et d'avoir un catalyseur où les gens qui cherchent des coachs et les coachs qui cherchent du travail vont pouvoir se rencontrer. Donc pour le coup, c'est top. Yes, merci pour cette mise en avant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Find, effectivement, c'est une plateforme qu'on développe où les coachs peuvent se mettre en avant déjà avec leurs valeurs et qui ils sont. Et ça, on va beaucoup en parler parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi. Yes. Et mettre en avant ce qu'ils proposent, que ce soit du personal training, du cours co, de l'accueil ou du management. Et où les salles peuvent mettre en avant aussi ce qu'elles recherchent. Idem, que ce soit des employés sur du long terme polyvalents, des auxiliaires de cours co, des personal trainers pour fidéliser leurs clients. Et notre idée, c'est d'apporter de la transparence un peu dans tout ça. C'est vrai. Et ça me ramène à une question que je voulais te poser. Quand tu démarres et que tu veux être personal trainer dans une salle, et tu nous diras après aussi les avantages de commencer en salle et pas forcément de commencer chez les gens ou dans ton studio. Comment ça se passe? C'est écrit quelque part? Combien tu dois payer? C'est quoi le deal? Comment tu trouves toutes ces infos? Bon, moi j'étais dans la maison Let's Go Fitness en tant qu'employé. Donc stratégiquement, pour moi, le meilleur choix que je pouvais faire pour commencer ma carrière de personal trainer, c'était de coacher dans les salles Let's Go Fitness parce que les gens me connaissaient. Ça n'aurait pas été pertinent de dire je vais changer de région et je vais démarrer là où personne ne me connaît. Donc je voulais travailler dans un vivier qui était aussi rassurant pour moi. Et j'ai discuté avec mon chef de l'époque et puis il m'a expliqué que le contrat c'est... tant pour les 3 premiers mois, donc en l'occurrence c'est 300 francs pour les 3 premiers mois avec la TVA, enfin plus la TVA, et puis après tu passes à 900 francs plus la TVA par mois, et ça te permet de pouvoir travailler dans la chaîne et de démarcher les clients qui sont dans les clubs, et d'avoir accès à tous les clubs. Tu vois, tu parlais avant d'ouvrir ton studio, c'est vrai que quand tu démarres dans le domaine du coaching, c'est peut-être pas la chose la plus pertinente d'ouvrir ton propre studio tout de suite parce que déjà de 1, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de clients. Et puis c'est surtout que c'est risqué parce que c'est un gros investissement en termes financiers d'ouvrir son propre studio. Alors que c'est quand même beaucoup plus simple de le faire après quelques années où tu as déjà un panier de clients, même si pas tout le monde va suivre. Et puis moi je pars du principe, et ça c'est l'expérience qui me le fait remarquer, que la meilleure pub qu'un coach peut se faire au début, c'est de se faire voir en train de coacher. Donc quand tu coaches dans un club du centre-ville de Lausanne à 18h30 le soir, un lundi, au milieu du plateau de musculation et que tu as 150 clients autour de toi qui t'observent, en termes de marketing, c'est hyper puissant. Donc c'est pour moi un choix qui est pertinent à la base. Du coup, c'est vrai qu'on passe sur le côté un peu mode d'emploi. Aujourd'hui, je suis en formation. Je veux me lancer. Je sais que c'est du personal training que je veux faire. Donc, il y a quelque chose d'assez spécialisé. Bien sûr. Toi, tu conseilles d'aller en salle? Commencer en salle? Je conseille d'aller travailler d'abord en tant qu'instructeur. Quitte à faire du cours aussi, de l'accueil aussi? Surtout. En fait, idéalement, le parcours idéal, c'est tu sors de formation, tu as fait ton diplôme de fitness trainer, tu as fait aussi les cours co, parce que quand tu sais coacher 30 personnes en même temps et que tu te retrouves face à une personne, tu es beaucoup plus à l'aise. Et tu as fait ça, donc tu as accumulé de l'expérience dans la rédaction de programmes d'entraînement, tu as accumulé de l'expérience dans le fait de donner des cours co, que tu les aies créés toi-même ou pas. Au final, c'est pas si important. Et puis, tu as aussi acquis de l'expérience dans la vente parce qu'actuellement, les instructeurs dans quasiment tous les clubs de fitness, ils font de la vente d'abonnements. Et quand tu as réussi à vendre des abonnements d'un fitness, que tu as donné des cours, que tu as fait des programmes d'entraînement, que tu as rencontré beaucoup de gens, que tu as eu aussi le temps de définir quel type de coach tu es et quel type d'entraînement tu as envie de mettre en place, le jour où tu te mets à ton compte, c'est beaucoup plus simple que juste je sors de formation et je me mets à mon compte. Donc moi, mon conseil, c'est aller travailler en club pendant un petit moment. Moi, ça m'a beaucoup servi. Et c'est vrai que quand je discute avec certains de mes collègues qui ont 10 ans d'expérience, ils te le disent, si je devais revenir en arrière et changer une chose, j'irais travailler pendant un moment en club. Ça t'amène une expérience qui a beaucoup de valeur pour la suite.
Ouais, c'est effectivement pertinent et ça me rappelle une phrase que dit très souvent Fred, justement le directeur de FitzPro. Un bon généraliste peut devenir un bon spécialiste. L'inverse n'est pas toujours vrai, voire assez peu vrai. Si tu sais pas ce que tu veux faire, il y en a qui savent je vais être personal trainer. Ouais. Si tu sais pas, tu te dis juste j'aime le sport, j'ai envie de me former. Ça marche aussi, je vais en salle et puis à partir de là, j'aurai toutes les opportunités devant moi. Non, parce que les opportunités, si tu vas pas les chercher et puis que tu n'es pas actif, elles se créent pas. Donc déjà, je pense que la première réflexion à se faire, c'est oui, c'est important d'aimer le sport quand tu es coach, mais c'est surtout important d'aimer coacher les gens. Tu vois, il y a une différence entre j'aime le sport et j'aime coacher des gens et participer à la réussite de leurs objectifs. Bien évidemment, il faut être passionné par le sport et l'activité physique, peu importe la forme. Mais la réflexion, c'est est-ce que tu aimes entraîner les gens ? Et puis oui, alors je suis tout à fait d'accord avec la phrase de un bon généraliste fera un bon spécialiste. L'inverse, c'est compliqué. Surtout que 85% de la clientèle d'un personal trainer, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est des objectifs qui sont très généraux. C'est quoi, toi, les questions que t'amènes les gens que tu accompagnes et aussi tes élèves en formation à se poser avant de se lancer dans une carrière de coach ? Où est-ce qu'on peut trouver du travail ? Donc du coup, la réponse, là, c'est par l'intermédiaire de Find. Après, c'est quel prix pratiquer ? Est-ce que je mets tout de suite un prix d'une centaine de francs ? Est-ce que d'abord, je fais un prix au rabais ? Ou est-ce que je vais aussi chercher mes premiers clients ? Et au final, ce dont je me rends compte maintenant avec l'accompagnement des entrepreneurs, c'est que le principal truc que tu dois leur faire comprendre, enfin que j'essaie de leur faire comprendre pour le coup, c'est réfléchis, c'est bien, mais réfléchis pas trop, mets-toi beaucoup en action. Et en fait, plus tu vas te mettre en action, plus ton action va se préciser, plus tu vas comprendre ce que tu fais, plus tu vas en retirer des leçons et meilleur tu vas être. Tandis que si tu es toujours dans la réflexion, en fait, ça te paralyse sur place parce que l'instant parfait où tous les astres s'alignent pour que ça fonctionne bien, il vient jamais. Alors que en te mettant au travail et en te mettant en action, tu alignes toi-même tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Bien que des fois, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai qu'on en a discuté un petit peu avant. Là, tu parles déjà de choses à mettre en place une fois que la personne a décidé moi, je veux être entrepreneur. Ouais. Avant ça, quel genre de questions il faut se poser ? On a parlé de questions de sérénité, de stabilité, de rapport à l'argent, d'entourage. Toutes ces questions-là, comment tu les abordes ? Déjà, j'essaie de définir avec la personne que j'ai en face de moi quel est son cadre. Tu vois, est-ce que c'est une personne qui est célibataire ? Est-ce que c'est une personne qui est en couple ou mariée ? Est-ce que c'est une personne qui a des enfants ? Parce que la réflexion, elle n'est pas la même. Je suis célibataire, j'avais un travail où avant je gagnais bien ma vie, j'ai 20 000 francs de côté. Tu démarres de manière beaucoup plus sereine que si tu es en pleine reconversion professionnelle parce que par exemple tu as perdu ton job et que tu as 2 enfants à la maison et donc tu as des responsabilités. Donc j'essaie de définir ce cadre-là. Après, pour moi, le plus important, c'est quoi ton pourquoi ? Ça veut dire pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce travail ? Et puis après, comment est-ce que tu as envie de le faire ? Et puis là, c'est une discussion qui se fait avec le coach parce que le pourquoi, déjà, il varie beaucoup selon les gens. Et puis le comment varie aussi beaucoup. Est-ce que tu es un grand fanatique d'outdoor training et du coup, tu veux vraiment pousser fort là-dedans ? Est-ce qu'au final, tu es sur une culture sportive comme la mienne qui se fait beaucoup en intérieur ? Parce que moi, j'ai pratiqué des sports de combat et pour moi, en fait, tu vois, automatiquement, le sport, ça se fait dedans. Qu'il fasse beau ou pas beau dehors. Et puis après, c'est de l'assumer pleinement. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail de développement personnel et puis de développer ce mindset de l'entrepreneur. Assume qui tu es pleinement et vas-y à fond. Et puis, essaye aussi donc ça, c'est la vision. Essaye aussi dans ton message d'apporter quelque chose qui est différent. Parce que oui, sur le fond, on parle tous de santé et de bien-être. Mais quand toutes les personnes parlent de santé et de bien-être, comment est-ce que ton discours, il détonne par rapport aux autres ? Donc là, tu parles du discours qu'on pourrait mettre, par exemple, pour un entrepreneur sur son site ou sur ses réseaux sociaux, pour un futur employé ou salarié aussi, sur son profil Find, par exemple, ou sur son CV. Exactement. Tu vois, j'ai travaillé avec une coach où, en fait, sa punchline fort, c'est d'être révélatrice de potentiel. Tu vois, tu vas aller avec elle. Et en fait, dans le travail que tu vas faire avec ta coach, avec elle en tout cas,
c'est révéler ton potentiel. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que c'est plus fort que cette phrase qui a quand même du sens, mais d'être la meilleure version de soi-même. Oui, c'est bien d'être la meilleure version de soi-même, mais on l'a déjà entendu encore et encore et encore. Ouais. Donc, comment créer un nouveau message fort ? Je vous aide à atteindre vos objectifs. Oui, vos objectifs, ma motivation. Moi, j'ai une punchline sur mon site internet que je suis en train de changer. C'est ce qui vous paraît impossible aujourd'hui sera bientôt votre entraînement. Oui, c'est cool, mais c'est pas ouf. Disons que ça amène à cette idée que c'est impossible, qu'on va faire des trucs de fou, etc., qui est transmise par effectivement beaucoup de coachs. Et en fait, peut-être qu'accompagner monsieur et madame tout le monde dans le coaching, c'est pas forcément les amener vers des trucs de fou, c'est juste les aider à trouver leur sérénité et leur bien-être et pas forcément monter des sommets. Il y a plein de gens qui veulent monter des sommets, puis il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de gravir des montagnes toutes les semaines. Clairement. Et en fait, c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. Et nous, en tant que coach, on doit savoir faire la distinction entre les deux. Et dans l'accompagnement, en termes de business que je fais avec Fondamental, c'est vraiment l'idée de dire, ben voilà, c'est quoi ton pourquoi, comment est-ce que tu as envie d'y aller, quelles sont tes forces, et puis on va mettre ça en avant, on va potentialiser ça, et puis on va mettre en place ce chemin. Après, moi je te suggère de faire des choses, je te dis pas quoi faire. La solution, c'est l'entrepreneur qui doit la trouver. Parce que si ça vient de lui-même, ça sera de toute façon beaucoup plus pertinent que si ça vient de moi. Ouais. Si on reprend un peu les 3 à 4 types de coachs dont on a parlé, et on mettra l'entrepreneur en dernier parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Le premier, c'est ce qu'on appelle les slashers qui font ça à mi-temps. Oui. L'employé à 100% en fitness qui fait aussi de la vente, du programme plateau, etc. L'indépendant auxiliaire qui fait que du court-co. Et en dernier, l'entrepreneur, souvent personal trainer. Ouais. À ton avis, c'est quoi les éléments déclencheurs qui vont t'aider à orienter une certaine personne en direction de telle ou telle manière de faire sa carrière ? Tu vois, par exemple, sur le profil des profs de cours co qui font ça en plus de leur travail, tu sens que c'est des gens qui déjà sont fanatiques de cours collectifs, qui en suivent beaucoup dans la semaine et qui ont à un moment donné envie d'expérimenter qu'est-ce que ça fait de monter sur scène et d'aller donner un cours. C'est des gens qui sont très attirés par l'aspect communautaire du cours co, par le fait de faire partie d'un groupe, de se retrouver de semaine en semaine. Et donc, voilà, si ça c'est ton kiff, fais-le. Si à un moment donné, tu as envie de passer le pas et de ne faire que ça, tu le ressentiras au fond de toi. Et donc, tu le feras ou tu le feras pas, dépendant. Et là, pour le coup, c'est du courage de dire, OK, je fais le pas. L'instructeur fitness, tu peux être un instructeur et faire toute ta carrière là-dedans, puis après justement passer l'étape où je suis instructeur, je passe manager de club, ensuite je deviens manager régional. Et si tu es au clair avec ça, c'est OK. Je pense que sur le profil de l'entrepreneur en général qui est personal trainer et qui peut donner aussi quelques cours co dans la semaine en plus de ça, c'est vraiment cette envie d'être son propre patron, puis de gérer les choses comme tu as envie de les gérer, avec, pour le coup, les avantages et les inconvénients que ça incombe au statut d'être indépendant. Ouais, gérer les incertitudes aussi. Et dans quel cas, on se dit, là, vaudrait peut-être mieux que tu sois employé 100%, quitte à faire, comme tu disais, peut-être moins de coaching. Ouais. À quel moment tu te dis, là, je pense que ce serait plus pertinent pour cette personne de se lancer comme ça ? C'est dans le discours que tu vas avoir avec que ça va ressortir. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as tout ce qui est en termes de responsabilité, comme on l'a dit avant. Si tu es père ou mère de famille et que tu as des charges, c'est peut-être pour toi plus rassurant de peut-être moins gagner que si tu étais indépendant, mais d'avoir cette sécurité de l'emploi. Et de te dire, OK, tous les mois, mon salaire il tombe, et au final, je fais quand même un job qui est hyper cool. Parce que travailler dans un club, c'est super cool. Moi, j'ai vraiment kiffé. Déjà, tu es en training, en short ou en leggings toute la journée. Et puis, tu as affaire à des gens qui viennent faire du sport. Et même s'il y a certaines personnes qui viennent faire du sport par obligation, au final, c'est quand même un moment pour eux. Donc, tu es vraiment dans une ambiance qui est géniale. Et puis, tu as affaire à de l'être humain. Enfin, c'est hyper enrichissant. Moi, j'ai beaucoup grandi grâce à mes clients en coaching, mais aussi grâce aux clients que j'ai eu en salle quand j'étais instructeur. Enfin, tu vois, c'est un métier d'échange. Et c'est pas unidirectionnel, et ça fait beaucoup grandir. C'est très enrichissant humainement parlant. Tu penses que c'est clair pour... toi, tu vois en plus beaucoup de gens en formation. Pour les gens en formation, est-ce que c'est clair ces différentes options qui s'offrent à eux ?
En tout cas, moi, j'essaie de beaucoup les clarifier avec eux. Ouais. J'essaie de beaucoup les clarifier avec eux. Après, on sait, moi, je suis à leur formation initiale. Il y a des gens qui viennent que pour les cours co et qui te disent, ah ouais, moi, je veux faire que ça. Et là, ok, c'est cool. Après, tu as des gens qui viennent et qui te disent, moi, je veux faire du personal training à temps partiel parce que je fais tel métier à côté. Et puis, tu as des gens qui arrivent et qui... Moi, je demande toujours au début de la formation, pour qui est-ce que la finalité, c'est être personal trainer indépendant? Et là, les gens lèvent la main. Et puis, après, tu orientes ton discours par rapport à ça. Mais au début, les gens ont quand même une idée assez claire de ce qu'ils veulent. Mais par contre, entre ce qu'ils veulent et ce qu'il faut pour l'obtenir, et notamment quand on parle de faire du personal training en tant qu'indépendant, là, il y a en général un décalage. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut réellement pour ça. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des désillusions quand tu sors de formation et que tu te lances sur le marché du travail, entre guillemets? Bien sûr, mais je pense comme pour tout, tu sais, entre comment tu imagines quelque chose et comment c'est une fois que tu te retrouves face à ça, il y a un monde, et ça pour tout. Hein. Moi, je suis jeune papa, entre comment j'imaginais mon rôle de jeune papa et comment c'est dans l'effectif, il y a un monde. Donc, et pourtant, pour moi, ça se passe super bien. Ma fille est géniale. Mais il y a un monde. Donc, admettons, je te donne un exemple. Tu viens de la restauration. Tu travailles jusqu'à 2h le matin parce que ton restaurant marche bien. Le jour où tu te retrouves dans une salle de fitness et que tu finis à 21h30, tu as limite l'impression d'avoir eu congé toute la journée. Par contre, si tu étais employé dans un bureau, que tu étais assis toute la journée, que tu avais un 8h, 17h, et que tu te retrouves à devoir faire des horaires coupés, qu'au final, tes journées sont beaucoup plus longues, parce que si ça se trouve, tu as 20 minutes ou 30 minutes de trajet pour aller à ton club, donc du coup, tu ne vas pas rentrer pendant ta pause de 3 heures. Donc en fait, tu t'entraînes. Donc en fait, tu es dans ton club depuis le matin jusqu'au soir, que tu vas travailler le premier week-end de ta vie, que tu vas aller, parce que c'est dans les tâches, nettoyer les vestiaires en fin de journée. Bien sûr que des fois, il y a des désillusions. Alors moi, en formation, pour pouvoir bien dormir le soir, je mets un point d'honneur à bien expliquer ça aux gens. Et de leur faire part de mes expériences personnelles. Par exemple, lorsque je devais aller nettoyer les vestiaires. Au moins, comme ça, ils sont au clair de ce que c'est. Et puis, j'essaie de faire en sorte qu'en fait, ils aient le plus d'armes possible au moment où ils vont se retrouver sur le marché du travail et le moins de désillusions possible. Pas à tomber de haut, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et puis après, je dis toujours la même chose. Hein. Quand tu fais un job, tu kiffes pas 100% de ton job. Donc, faut pas rêver. Quand tu vas travailler dans un club, tu peux pas kiffer 100% de ton job. Mais pour moi, qui ai travaillé dans des bureaux, c'est quand même vachement plus cool d'être dans un fit. Donc là, on parle effectivement des potentielles désillusions, mais en tout cas des contraintes ou des spécificités en fait, inhérentes au métier. C'est vrai que quand on se lance dans un métier de loisir, on ne peut pas imaginer bosser en même temps que tout le monde bosse, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des désillusions aussi au niveau financier par rapport à ce à quoi les coachs s'attendent en sortant de formation, ce qu'ils vont trouver comme salaire, que ce soit en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant si jamais ils se lancent? Alors, en général, ils en ont discuté avec les instructeurs qui sont déjà employés dans la salle dans laquelle ils vont s'entraîner. Donc, ils sont plus ou moins au courant qu'un instructeur fitness, ça touche à peu près 4 000 francs par mois, que pour certains, ils ont des coms sur les contrats qu'ils vendent. Ils savent qu'un prof de cours co, ça gagne à peu près 50 francs par cours. Donc, ils sont quand même assez au clair. Et ce que je trouve puissant, c'est que certains élèves te disent directement, il y en a qui gagnent très bien leur vie dans les travails qu'ils font. Tu vois, des salaires à 6, 7, 8 000 francs par mois, et qui te disent, ouais, mais en fait, j'en peux tellement plus que je suis tout à fait OK de gagner moins, mais pour faire un truc qui me fait kiffer. Et ça montre bien que oui, les rentrées financières, c'est important, mais qu'au final, d'avoir une raison forte pour laquelle tu te lèves le matin, c'est souvent prépondérant. Après, faut que ton style de vie tourne autour. C'est pour ça que je leur dis, un bon moyen de gagner beaucoup d'argent, en tout cas de bien gagner sa vie, c'est pas d'en gagner beaucoup, c'est de pas dépenser beaucoup. En tout cas, c'est d'adapter, d'où l'intérêt de ce qu'on disait avant dans les questions à se poser avant de se lancer. On avait parlé aussi du rapport à l'argent. Ouais. Comment je me sens si je gagne pas la même chose tous les mois? Comment je me sens si certains mois je gagne rien? Est-ce que c'est OK avec mon ou ma partenaire de vie? Est-ce que c'est OK avec mes économies, etc. Bien sûr. Enfin, faut que l'ensemble il soit cohérent. Après, c'est vrai que par exemple, quand moi je suis passé de instructeur fitness et de manager de club à personal trainer indépendant, le truc qui m'a le plus posé problème, c'était pas tellement les rentrées financières aléatoires, c'était
le planning aléatoire. Tu commences un coup à 7h le matin, le lendemain tu commences à 11h, un soir tu finis à 21h, un soir tu finis à 17h. Et c'est vrai que ça, c'est pour moi un truc qui a été compliqué. Puis maintenant, je suis complètement habitué. Ça me paraîtrait complètement bizarre d'avoir des horaires réguliers au bout de 5 ans. Puis après, les finances, tu le disais très justement, c'est aussi ton entourage. Et principalement la personne qui partage ta vie. S'il y a quelqu'un qui partage ta vie, il faut que la personne, elle soit raccord avec toi. Ça veut dire qu'il faut que tu sois très honnête avec elle en lui disant, voilà, je vais faire ce choix-là. Est-ce que tu es OK avec ce choix-là? Est-ce que tu vas me soutenir? Si elle te dit oui, tant mieux, go. Si elle te dit non, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas comment ça se passe, mais ça doit être compliqué. Ouais, faut probablement faire soit d'autres choix, soit changer de personne qui partage ta vie si ça se passe pas bien aussi. Si ça se passe pas bien. Mais c'est vrai que si elle te soutient pas, sur le long terme, c'est problématique. Moi, j'ai cette chance-là que ma femme me soutienne dans tous mes délires. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué. Ouais. Bon, ça part aussi du principe de trouver sa vision, trouver son why. Et quelque part, quand tu cherches ton why en tant qu'entrepreneur, même de manière générale, que ce soit en tant qu'employé, tu cherches ton why en tant que personne qui vit. Et de moins en moins, on sépare vie pro, vie perso. On est dans un espèce de projet de vie général. Bien sûr. Et la personne qui partage ta vie en fait partie aussi. Donc, quelque part, c'est aussi ton mode de vie que tu vas choisir à ce moment-là. Du coup, tu parlais un peu de la transition quand tu es devenu entrepreneur. Cette transition, tu as des petites anecdotes, toi, de comment ça s'est passé? Coup de flip, fail, grosse réussite? Alors si, il y a des élèves que j'ai déjà eu en formation, je suis désolé pour vous, mais parce que vous allez entendre pour la 100e fois cette anecdote. Je me mets à mon compte 1er janvier 2017. Je démarre avec 16 000 francs de côté. La libération de mon deuxième pilier, tu vois, quand tu te mets à ton compte en tant qu'indépendant, tu peux libérer ton deuxième pilier, plus mon dernier bonus de manager chez Let's Go. Et moi, j'ai toujours eu l'argent qui me brûlait les mains. J'ai toujours dépensé tout ce que j'avais sur mon compte, pour le plus grand malheur de ma mère, malheureusement. Et en fait, en février 2017, donc un mois après, ou en mars, je ne sais plus, c'était tout de suite, enfin à 2 mois ou à 3 mois, je finis de payer les factures et il n'y a plus rien. Donc en fait, entre la souscription à toutes les assurances que tu dois prendre quand tu es indépendant, la création d'une première identité visuelle, l'achat d'un peu de matériel, des habits, t-shirts et des choses comme ça, tu vois, floquer les t-shirts, plus des dépenses non essentielles que j'ai fait parce que j'avais oublié que j'avais plus un revenu régulier. Comme quoi? Alors, je sais pas, moi, sortie, tu vois, resto, très certainement jeux vidéo, DVD, enfin voilà, des choses pas foncièrement essentielles. Je me retrouve, alors, je paye toutes mes factures, il y a 0 sur mon compte, et là, je vais chercher le pot, tu sais, dans lequel tu lances la monnaie. Et du coup, je me mets à compter et ma femme rentre et me dit « Mais tu fais quoi ?» Et je lui dis « Je compte l'argent qui reste pour la fin du mois. » Il restait 120 francs en pièces de 2. Et en fait, là, je me dis « C'est plus possible. » Et c'est là où l'esprit d'entrepreneur se réveille. Enfin, c'est là où je me dis « Il faut que je fasse quelque chose. » Et on me conseille un livre que je pense que tout le monde a lu quand il s'est mis à son compte, ou en tout cas quand il a voulu être entrepreneur, « Père riche, Père pauvre ». Et je lis ce livre-là, et puis là, je comprends en fait, je comprends plein de choses. Je prends la gifle du siècle, et je comprends plein de choses. Et puis, du coup, c'est à partir de là que je commence à développer mes qualités d'entrepreneur, qui, au final, sont quasiment tout aussi importantes que tes qualités de coach. Donc, tes connaissances techniques dans le domaine du coaching doivent foncièrement être accompagnées de tes qualités techniques en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir vivre de ton business, et pas toujours avoir la corde au cou. Tu parles d'incertitude, de non-sérénité, du coup, quand tu parles la corde au cou. Comment, justement, en tant qu'entrepreneur, tu trouves ta sérénité, toi? Dans l'action, le fait d'être tout le temps en mouvement, de mettre de l'intensité, ça me rassure parce que j'ai compris qu'en fait, c'est en faisant que tu arrives à créer quelque chose qui peut être rentable sur le long terme. Et si tu es tout le temps dans l'analyse, tu restes sur place et tu fais rien. Et donc, du coup, tu crées pas ce sentiment-là qui est rassurant. Et surtout, en ayant... C'est pas tellement dans ce que je fais à proprement parler, mais c'est dans comment je vois les choses. Ok, je fais. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'essaye. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, j'ai vraiment transformé cette notion d'échec en quelque chose de positif. Alors, j'aime pas échouer parce que
faudrait être un peu con pour m'échouer. Mais par contre, j'accepte que ça fait partie du processus. Et qu'au final, il n'y a que ceux qui n'essaient jamais qui n'échouent pas. Alors après, tu vois, tu peux lire, je sais pas, des biographies inspirantes. Tu peux écouter des vidéos, par exemple, de motivation. Tu peux lire des livres sur le développement personnel. Mais la finalité, c'est mets-toi en action. Et à un moment donné, si tu essayes, et qu'à chaque fois que ça ne marche pas, tu remets en question les modalités selon lesquelles tu as fait quelque chose et pas qui tu es, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Comment tu structures ton action ? Alors, par exemple, pour Fondamental, si je prends cet exemple-là, l'idée m'est venue il y a 3 ans en arrière, quand un de mes collègues m'a dit, à l'époque de la ruée vers l'or, ceux qui ont bien réussi, c'était ceux qui vendaient des pelles et des pioches, et pas ceux qui creusaient des trous. Donc là, déjà, je me suis dit, ah tiens, il y a un truc intéressant à faire par rapport à ça. L'idée, elle est venue quand j'ai dû fermer mon studio de coaching en début d'année, où je me suis dit, ok, si la situation dure... La situation sanitaire. Ouais, la situation sanitaire dure, et elle va durer malheureusement, je pense, encore un petit moment. Comment est-ce que moi, je peux vivre et avoir des rentrées financières si je ne peux plus faire du coaching sportif? Et là, j'ai mis un peu les choses noir sur blanc et je dis, OK, quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je peux retirer de toutes les expériences, de toutes les années d'expérience professionnelle que j'ai derrière moi? Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 5 ans de coaching, ça a fonctionné? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Et dans quoi est-ce que je suis bon, et surtout, mais qu'est-ce qui me fait kiffer au final? Tu t'es fait un auto-bilan de compétences. Je me suis fait un auto-bilan de compétences, et puis à la fin, j'ai mis tout ça ensemble et je me suis dit, voilà, accompagne les coachs dans le développement de leur business. C'est hyper cool, c'est du coaching et moi j'aime le coaching, tu vois, peu importe au final la forme qu'il prend. Et donc j'ai essayé. Puis alors au début c'était très informel et j'ai commencé à en parler à droite à gauche. Et puis après, plus j'en parlais, plus ça devenait formel, plus ça prenait sens. Et tu vois, aujourd'hui, on fait ce podcast ensemble, et l'idée dans ma tête, elle est claire. J'ai eu la chance d'avoir Sean Seal qui m'a fait participer à son podcast sur Upside Strength où j'ai parlé de ça. Et quand j'en ai parlé, c'était un peu moins clair que maintenant. Donc, et j'en ai parlé à plein de gens, j'ai essayé de démarcher plein de clients. J'en ai parlé à, je pense, une centaine de clients potentiels, avant qu'au final, j'en ai quelques-uns en suivi. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment, tu as une idée, ok, elle n'est pas parfaite, mais mets-la en action directement, et le retour que tu vas avoir par rapport à l'action que tu as entrepris va te montrer comment perfectionner l'action suivante. Agir, tester, feedback, recommencer. Exactement. Et je pense que si on refait un podcast dans 6 mois ou dans 1 an, ce sera encore différent. Et en fait, c'est comprendre que la réussite, c'est pas un point final. C'est un état d'esprit que tu as tous les jours dans ce que tu fais. Et ça, je pense que c'est hyper important que les coachs ils le comprennent. C'est oui, tu as un but, mais ton but, une fois que tu l'atteins, il va bouger. Et donc, plus que ta capacité à atteindre un but, c'est ta capacité à être en action qui est importante. Moi, je fais toujours le parallèle, tu vois, avec la musculation. Bon, tu as atteint la barre à 100 kilos, tu fais quoi? Tu restes? Non. Tu essaies de monter plus haut. Ouais. Et c'est le même principe dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Comment tu répartis ton temps aujourd'hui? Des fois de manière un peu chaotique, pour être tout à fait honnête. Des fois de manière un peu chaotique. Alors, jusqu'à ce que ma fille arrive, c'était très structuré. Et c'est vrai que maintenant, je suis jeune papa, donc c'est ma femme et ma fille qui ont la priorité. Donc, j'essaie de m'adapter, de trouver du temps de travail une fois que mes obligations de mari et de père sont... j'ai répondu à ça. Je bosse tout le temps. En fait, mon cerveau il est tout le temps sur on. Et il est tout le temps en train de penser à ça, de penser au coaching. Là, je suis en train de finaliser le développement du site internet pour le studio. En parallèle, il y a le développement du site internet pour Fondamental, ce qui a commencé. On va avoir rendez-vous avec un photographe prochainement pour faire des photos de l'équipe. Avec FitzPro, je donne des cours, mais j'essaie aussi de m'améliorer en tant que prof. On est aussi en train d'essayer de développer de nouveaux projets avec Fitz. Donc, mon cerveau est constamment sur on. Et quand j'ai du temps, je travaille. Actuellement, pour être très honnête avec toi, c'est chaotique. Parce qu'il y a la petite. Et du coup, un petit bébé de 3 mois, ça demande du temps et de l'attention. Et ça crée aussi de la fatigue. Donc, quand je peux, je fais. J'accepte aussi de temps en temps que
tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. Quand je dis oui, il faut mettre de l'intensité, mais ça reste quand même une course de fond. Si tu es grillé au bout de 6 mois, tu peux pas aller plus loin. Donc j'accepte aussi de temps en temps qu'il faut que je me pose, il faut que je récupère. Donc j'essaie aussi de prendre du temps pour moi, même si c'est compliqué. Mais actuellement, c'est quand je peux bosser, je bosse. Alors j'ai une to-do list qui commence maintenant et qui se finit très loin. Mais quand je peux, je bosse. T'as des petits chiffres précis qui t'aident à avancer, du style pour bien vivre, il me faut tant d'heures de personal training ou tant d'heures de formation chez FitPro ou tant de clients. T'as des petites étoiles North Star, on dit. Si je fais 15 séances dans la semaine et que je donne 2 week-ends de formation par mois, je suis tranquille. Donc à partir de là, ça c'est la base et tout ce que je fais en plus, c'est du plus. Donc ça, je sais qu'il faut que j'atteigne. Si j'ai ça dans la semaine, je suis tranquille. Psychologiquement, je sais que tout ce qui va arriver en plus, c'est du bonus. C'est déjà un bon rythme pour un personal trainer d'avoir déjà 15 heures par semaine. Ah, bien sûr. Oui, c'est déjà un bon rythme, mais il y a des fois où je fais 25 séances dans la semaine et je donne 4 week-ends de cours par mois. Donc quand j'en donne 2 et puis que je fais 15 séances, c'est une semaine qui est tranquille. Mais ça, c'est aussi, tu vois, ta résilience par rapport à l'intensité de ton taf évolue aussi avec le temps. Mais voilà, je sais que ça, c'est ma base. Ouais. Après, au-delà de ça, j'essaie aussi de libérer. J'ai changé. Depuis mai, je coach 3 jours par semaine pour avoir justement du temps à allouer au développement d'autres choses. Et ça, c'est vrai que c'est un truc hyper important auquel on ne pense pas. Mais quand tu es entrepreneur dans le domaine du sport, tu as du temps opérationnel, mais il faut aussi que volontairement, tu te libères du temps pour pouvoir développer d'autres choses. Parce que sinon, tu es constamment dans l'opérationnel. Et quand tu es entrepreneur, tu as aussi besoin de consacrer du temps à ton développement. Et ça a été un choix risqué, tu vois. Ouais. Avec mes clients, où à un moment donné, j'ai dit, à partir de maintenant, je suis plus disponible 5 jours par semaine, mais je suis disponible que 3. Et vous suivez ou vous suivez pas, mais la situation, elle est comme ça. Ça demande par exemple du courage. C'est vrai que j'ai eu très peur quand j'ai fait ça. Donc pour toi, le choix, il est à peu près de faire un 60-40. Si on doit donner un peu un chiffre pour aider aussi ceux qui veulent se lancer, on peut pas coacher 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine. On peut pas, oui, tu peux, mais c'est un rythme important, surtout que quand tu dis 35 heures par semaine, c'est 35 heures de coaching, mais tu as aussi tout ce qui tourne autour. Donc tu vois, tu as quand même de l'administratif à faire, tu as de la préparation de séances à faire, tu as peut-être de la programmation à faire en plus pour certains de tes clients, de la programmation de l'entraînement, mais aussi de la programmation de plan nutritionnel, et ça te prend du temps en plus de ton coaching. Donc au final, tu ne travailles pas 35 heures par semaine, tu travailles 50, 60, 70 heures par semaine. Ouais. Donc être coach à temps plein, ça ne veut pas dire coacher 100% de ton temps. Et ça, c'est à chacun de répartir aussi comment il veut répartir son temps et séparer un peu son emploi du temps. Exactement. Moi, je pense que si tu factures une centaine de francs ta séance, à 20 séances par semaine, t'es bien. T'es bien, à condition, bien sûr, de ne pas avoir tu vois, des envies de dépenses financières monstrueuses. Qu'est-ce qui fait qu'on dure dans ce métier ? C'est ce qui t'anime. Tu vois, je reviens à chaque fois avec le pourquoi. Mais alors, je pense qu'on peut corréler pourquoi et passion. Mais c'est ton pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ton pourquoi qui va te permettre de prendre des gifles, de prendre des murs, de tomber et de te relever et d'aller quand même en avant. Moi, je sais depuis longtemps, mais quand je dis longtemps, je devais avoir 13 ans quand je me suis dit ça la première fois, qu'une partie de mon épanouissement personnel allait de toute façon passer par mon travail. Sauf que ça a été très long pour trouver comment ça allait se matérialiser. Et aujourd'hui, le fait d'être indépendant, déjà, ça me rend fier parce que j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille en travaillant et en étant indépendant. Et puis, en fait, je kiffe ça. Tu vois, le fait de créer, le fait des fois de te prendre la tête pour un truc, d'essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois avant que ça fonctionne. Cette analyse, cette introspection que tu dois faire, j'ai énormément grandi ces 5 dernières années. Et en fait, c'est tellement de kiff. Mais c'est, tu vois, je pense que c'est aussi important de le dire, c'est pas un kiff, c'est pas le kiff tout le temps. Mais quand tu te retournes sur ta journée, il faut que tu aies kiffé ton truc. Alors, tu kiffes pas toutes les journées de la même manière, mais quand tu te retournes sur ta semaine, il
il faut que tu sois fier de toi. Et je trouve que ce fait d'être indépendant, de créer les choses, de faire les choses, de réfléchir intellectuellement, c'est super stimulant. Et puis après, humainement, tu rencontres des gens, autant que ce soit les clients que j'ai en coaching sportif, que les élèves que je vois par l'intermédiaire de FITS, que les entrepreneurs que j'accompagne, et même que de mes collègues que je rencontre, tu vois. Toi, d'autres collègues aussi, c'est hyper cool. On est tous entrepreneurs, on discute ensemble, on est collègues, même si on ne travaille pas ensemble sur des choses communes, mais c'est le kiff. On parle beaucoup, surtout en ce moment, des risques de l'entrepreneuriat, de l'avenir du secteur du sport, qui malheureusement a pris une grosse claque aussi pendant ces 2 dernières années. Toi, qu'est-ce qui te donne confiance aujourd'hui ? On a besoin de contact humain. Foncièrement, et tu le vois, ça ressort de plus en plus, quoi. Tu as besoin d'avoir quelqu'un en face de toi. Tu as besoin d'échanger. Tu as besoin d'avoir cet échange avec l'autre. Et au final, on en discutait un peu avant. Oui, tes clients, ils viennent parce qu'ils ont du poids à perdre, parce que je veux un peu moins de ça là, je veux un peu plus de ça là. Mais au final, ils ont surtout besoin que tu leur redonnes confiance en eux. Et ça... une application, elle ne peut pas forcément le faire, et tu as besoin de cet échange-là avec l'humain. Et pour moi, tant qu'on aura besoin de cet échange avec l'humain, le coach, il aura sa place. Que ce soit un coach sportif, un coach en développement personnel, un coach en business, mais l'être humain a besoin de ça. Après, la forme peut-être un peu changer avec le temps, mais je pense qu'on aura toujours besoin de cet échange, en vrai, quand on se voit. Ouais, on parle de la place de l'humain, et ça m'amène aussi justement à te poser la question. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui manque dans le milieu du coaching sportif, du fitness, des salles, de toutes ces relations qu'il y a ou qu'il n'y a pas justement entre tous les acteurs du sport et du bien-être? Qu'est-ce qui manque pour qu'on soit en phase et qu'on délivre ce service aussi d'accompagnement? Il manquait 2 choses qui ne manquent plus, mais qui vont prendre de l'ampleur. Donc, c'est Find et Fundamentals. Donc, ça, c'est déjà un bon départ. Au-delà de ça, je pense que, tu vois, typiquement, en termes de personal training, je pense que les salles ont vraiment besoin de comprendre que... Alors, je comprends l'intérêt financier des salles d'avoir des gens qui payent une sous-location pour pouvoir travailler dans leur salle. Et ça, business is business, on est tout à fait au clair. Maintenant, je pense que ça demande vraiment aux salles de comprendre que les personal trainers sont des partenaires de travail qui vont permettre à la salle de faire encore plus de rétention client. Donc, de vraiment voir les personal trainers comme des partenaires de travail et pas comme des rentrées financières seulement. Donc ça, je pense que c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'à un moment donné, tu valorises les qualités de quelqu'un par le montant du salaire que tu lui verses à la fin du mois. Et je trouve que après 2-3 ans d'expérience, un instructeur ne devrait pas toujours gagner 4 000 francs. Son salaire devrait augmenter. On en parlait avant, mais un auxiliaire aujourd'hui qui travaille en club, il gagne 23-24 francs de l'heure. Une femme de ménage déclarée, elle gagne 28 francs de l'heure au minimum. Alors c'est un métier très difficile, on est d'accord, de faire le ménage chez les gens. Un instructeur, il prend en charge des gens, il leur donne des exercices à faire, il gère un peu tout ce bagage psychologique des gens, il devrait gagner plus que ça. Alors peut-être pas au début, mais sur le long terme, ça devrait augmenter. Et malheureusement, je trouve dommage parce que ça n'augmente pas assez. Et puis, pour les personal trainers et les entrepreneurs dans le domaine du sport, c'est de comprendre que tes qualités techniques de coach, elles sont importantes, mais que si tu veux perdurer sur le long terme, y a tout un aspect business à gérer et à développer. Donc, je dirais, que les salles comprennent qu'à un moment donné, il faut valoriser aussi leurs employés, et tu les valorises par le salaire, il n'y a pas de miracle. 2, par rapport au personal trainer, on travaille main dans la main parce que ça va aider tout le monde à monter. Et 3, quand tu es entrepreneur dans le domaine du sport, il y a le mot entrepreneur. Oui, tu es coach, mais même si tu sais faire des squats magnifiques aux gens, si tu n'as personne en face de toi, en fait, tu coaches personne. Et pour faire venir les gens, il y a toutes ces qualités d'entrepreneur qu'il faut développer.
Merci beaucoup pour cette magnifique conclusion. C'est passé super vite. C'est déjà fini? Ouais, oh c'est non déjà fini. On peut continuer sur le mot de la fin, Ken. Yes. Je te laisse la voie libre. Alors pour moi, je vais parler pour moi en tant que personal trainer indépendant. C'est un métier magnifique. Franchement, moi, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine du fitness et du coaching. Là, je finis ma 5e année en tant que personal trainer indépendant. J'ai changé plein de fois d'identité visuelle. Je me suis remis en question plein de fois. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à moi, grâce à mon entourage, grâce aux rencontres que j'ai faites, de pouvoir faire ce métier-là, d'avoir pu développer une nouvelle activité professionnelle. D'ailleurs, merci de m'avoir invité pour en parler. C'est juste magnifique. Mais comme dans tout dans la vie, il y a un prix à payer. Et il faut comprendre que quand tu es entrepreneur, ça veut forcément dire que le temps que tu consacres à ton business, tu ne peux pas le consacrer à d'autres choses. Et qu'il ne faut pas penser que parce que... Je reviens. Quand tu fais un job qui ne te plaît pas, le prix à payer pour le job qui ne te plaît pas, c'est qu'il ne te plaise pas. Quand tu veux faire un job qui te plaît, et notamment être entrepreneur, le prix à payer, c'est le temps que tu dois y consacrer et les autres choses que tu ne peux pas faire. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a un prix à payer pour pouvoir le faire. Que ce soit dans le bon ou que ce soit dans le mauvais. Il faut juste en être conscient. Parce que tout ce que tu vas faire va te demander du temps et de l'implication. Et je trouve beaucoup plus pertinent de faire quelque chose qui te fait kiffer en sachant que le prix à payer, c'est le temps que tu vas y consacrer, plutôt que de rester sur place et de faire un truc qui ne te fait pas kiffer parce que tu as peur de ne pas entreprendre. Et au final... Vas-y, entreprends, fonce. Et si tu le fais bien sur le long terme, ça finira toujours par marcher. Merci beaucoup pour ces mots. Et j'en rajoute un dernier pour appuyer encore plus ce que tu dis. On m'a posé une question à un concours de start-up récemment et on m'a dit mais avec la période, là, la situation sanitaire, pourquoi vous pensez que votre projet va marcher? Donc notre projet Fine qui est de connecter les salles et les coachs. Je leur ai dit parce que je peux pas vous dire ce qui va se passer en tant que chiffre dans quelques années, mais je peux vous dire que j'ai confiance en ma capacité aussi d'entrepreneur et en la capacité de mon équipe et des gens qui sont autour de moi à savoir lire les signaux et à s'adapter et à avancer en fonction et à du coup créer quelque chose qui nous correspondra et qui correspondra au marché d'aujourd'hui parce qu'on crée des boîtes pour faire aussi répondre à un besoin et apporter quelque chose qui est utile et dont les gens ont besoin. C'est clair. Merci beaucoup Ken. Merci à toi Flo. Comment on peut te retrouver Ken? Alors, pour l'instant, pour Fundamentals, j'ai une page Instagram, @fundamentals _, merci. MBD pour Mindset et Business Development. Je vais juste changer ça dans quelques jours. Bientôt, il y aura un site internet, mais pour l'instant, allez sur la page Instagram de Fundamentals et sur ma page Instagram Ken Porchet. Et du coup, vous serez au courant de toute la sortie des choses qui arriveront en 2022. Ça va être du lourd. Trop cool. Merci. Merci à toi.